Bienvenue à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver pour cette séance plénière. De vergadering is nu geopend en we hebben een aantal mensen die afwezig zijn. Madame Scholzen, de dames Van der Meers, Van Walle, messieurs Dodrimont, Waal et Diallo en de heren Griffroy, Verheijden en de Brabander. De agenda zoals vastgesteld door het bureau werd meegedeeld. Als er geen opmerkingen zijn over de agenda, zijn er opmerkingen over de agenda? Je n'en vois pas de commentaires sur l'agenda. En dus de agenda is goedgekeurd. Wij gaan, en dit is onze eerste punt, wij gaan over tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Mauro Michelsen. Waar is de heer Michelsen? Ja, goed. Het bureau is op maandag 9 februari 2026 bijeengekomen voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Ik stel voor onmiddellijk het verslag van het bureau te horen en ik denk dat als geen bezwaar zijn, nee. En ik denk, je pense que c'est monsieur Van Loo qui va nous donner lecture du rapport du bureau sur la vérification des pouvoirs de monsieur Michelsen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Na de verkiezingen van 9 juni 2024 is een zetel van gecoopteerd senator toegewezen aan de politieke formatie B, dus vooruitfractie, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Kamerleden van de politieke formatie B, dus de vooruitfractie, hebben toen een verklaring opgemaakt waarin ze de volgende deelstaatsenatoren hebben vermeld als behorende tot hun politieke formatie. Mevrouw Magroet, op dat ogenblik was dat de heer Nally, mevrouw Van Tendello en de heer Verduikt. De deelstaatsenatoren van de politieke formatie B hebben op 4 februari 2026, dus 1,5 jaar later, de heer Michielsen als gecoopteerd senator aangewezen. De heer Michielsen heeft de bewijsstukken bezorgd die staven dat hij voldoet aan de bij artikel 69 van de Grondwet voorziene voorwaarden om tot senator aangewezen te kunnen worden. En het bureau stelt dan ook voor de heer Mauro Michelsen toe te laten als lid van de Senaat. Tot daar mijn verslag. Dank u wel, meneer Van Loo. Ik dank de rapporteur. Vraagt iemand het woord? Est-ce que quelqu'un demande la parole? Je ne vois pas, donc nous avons eu lecture du rapport. Daar niemand het woord vraagt, gaan we over tot de stemming over de besluiten van het verslag. Zij die met de besluiten van het verslag instemmen, gelieven op te staan. Donc je vais proposer à ceux qui sont en accord avec les conclusions du rapport de se lever. Je vous remercie. Vous pouvez alors vous asseoir et j'ai les preuves contraires. Si d'aventure certains s'opposent à ce rapport, je ne vois personne. Deze besluiten worden eenparig aangenomen. Ik roep de heer Michelsen uit tot senator en verzoek hem de grondwettelijke eed af te leggen. En misschien kunt u, ja, si vous pouvez, parfait. Ik zweer de grondwet na te leven. Je jure d'observer la Constitution. Ik schwöre de Verfassung zu befolgen. Ik geef aan de heer Michelsen akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn mandaat van senator. Goed, dan onze tweede punt op onze agenda, bespreking van een voorstel van een resolutie. Wij gaan over tot de bespreking van het voorstel van een resolutie betreffende orgaandonatie. De bespreking over deze voorstel van resolutie is geopend. En ik denk dat de rapporteurs zijn de dames Ozen en Mvumbi. Est-ce que les rapporteurs demandent-elles la parole? Oui, Madame Mvumbi, je vous en prie.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je commencerai par réitérer d'abord mes remerciements envers le MR, qui est à l'initiative de cette proposition de résolution, qui nous a permis d'approfondir nos connaissances sur la question du don d'organes et d'ouvrir un débat qui nous semble essentiel au sein de notre commission. En juin, puis en novembre 2025, nous avons procédé aux auditions. Le professeur Gusto, directeur du département de transplantation à l'hôpital d'Erasme, nous a fait part de sa précieuse expertise de terrain au plus proche des patients. Tout comme le professeur Host, président de la Belgian Transplantation Society, nous a délivré un précieux témoignage sur le rôle crucial de cette organisation. Nous tenons aussi à exprimer notre plaisir d'avoir pu auditionner M. Kalanbi et Mme Sénépar, experts en matière de prélèvement et de transplantation d'organes auprès du SPF Santé publique. L'intervention de Mme Waterkane nous a également inspirés car elle représentait Takeda Belgium, une entreprise biopharmaceutique œuvrant dans divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les maladies rares, les dérivés du plasma et la transplantation. Enfin, Mme Dessourou et M. Minot, représentants de l'ASBL Aidons-nous, ont livré un précieux témoignage très pertinent, notamment sur le rôle de la famille et de l'entourage. Alors pour tous ces intervenants, la qualité de leur intervention, la précision de leur analyse et le partage de leur expérience de terrain ont constitué une contribution très précieuse à nos travaux. Leurs témoignages ont en effet nourri notre réflexion et ont directement contribué à l'élaboration et à l'amélioration du texte par les très nombreux amendements que l'ensemble de la Commission a proposés. Ces amendements ont ensuite fait l'objet d'une discussion très constructive pour atteindre un très large consensus au sein de notre Commission. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs été votés à l'unanimité. Unanimité recueillie aussi sur le texte que notre Commission vous présente aujourd'hui. Pour finir, je remercie la Commission pour la confiance qu'elle a octroyée à Mme Özlem et moi-même en tant que rapporteur. Je vous remercie. Merci Madame Vumbi. Je pense que Madame Özlem va également intervenir. Je vous cède la parole. Je remercie Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues. Le texte qui est aujourd'hui soumis à l'examen de la plénière aborde une thématique sociale majeure, profondément humaine, qui touche à la fois à la solidarité, à la santé publique et au respect des choix individuels, le don d'organes. Alors il s'agit d'un sujet sensible, parfois intime, mais dont l'importance est indiscutable, car il concerne très concrètement la possibilité de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. Alors d'emblée, permettez-moi de souligner la qualité du travail qui a été mené sur ce texte. Nous avons pu débattre de cette thématique avec beaucoup de sérénité, dans un climat respectueux et constructif, en tenant compte des différentes sensibilités. Et à cet effet, la Commission a souhaité nourrir ses travaux par des auditions qui ont été organisées en 2 temps afin de bénéficier d'éclairages complémentaires. La première session d'audition s'est tenue le 20 juin et nous y avons entendu le professeur Thierry Gusto, directeur du département de transplantation de l'hôpital Erasme à Bruxelles, ainsi que M. Luc Colombi et Mme Isabelle Sénépar, experts pour les prélèvements et transplantations d'organes auprès du SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement. En fait, leurs interventions ont permis de mieux comprendre les réalités médicales et organisationnelles du don et de la transplantation d'organes, mais aussi les défis auxquels sont confrontés les professionnels de terrain au quotidien. Alors, la seconde session, quant à elle, a eu lieu le 21 novembre. Nous y avons entendu, comme l'a dit ma co-rapporteuse, nous avons entendu Mme Alicia Waterkane, qui est Corporate Communication and Public Affairs Manager chez Takeda Belgium, Mme Viviane Dessourou, administratrice, et M. Jean-Marc Minot, président de l'ASBL Aidons, ainsi que le professeur Eric Host, président
de la Belgian Transplantation Society. Alors, ces échanges ont véritablement apporté un éclairage essentiel sur les enjeux de sensibilisation, d'information du public et surtout d'accompagnement des familles et de coopération entre les différents acteurs impliqués. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, je tiens par ailleurs à remercier très sincèrement l'ensemble des groupes politiques qui se sont investis dans l'examen de ce texte. Leur implication s'est traduite par le dépôt de 67 amendements, ce qui témoigne évidemment à la fois de l'intérêt qui est suscité par le dossier et aussi de la volonté collective d'enrichir le texte initial. Alors, je me réjouis que les idées et les préoccupations de chaque famille politique aient pu être entendues, discutées et, dans de nombreux cas, intégrées grâce à un réel effort de dialogue et de recherche de consensus. Et c'est précisément dans ce type de démarche que notre travail de sénateur prend tout son sens, puisque le texte amendé a été adopté, et c'est vraiment important de le souligner, à l'unanimité en commission le vendredi 30 janvier dernier. Donc, je souhaite évidemment remercier le groupe MR qui est à l'initiative de cette proposition pour avoir porté ce sujet important à l'agenda de notre commission et ouvert le débat sur cette question que nous estimons essentielle. Et en tant que co-rapporteuse, je tiens à adresser un remerciement tout particulier à ma collègue Marie-Claire Wumbi pour son engagement constant tout au long de l'examen de ce dossier, puisque notre travail commun s'est inscrit dans un esprit de respect mutuel, de recherche d'équilibre, toujours au service de l'intérêt général. Donc, je remercie également l'ensemble des collègues de la Commission pour leur investissement, pour la richesse de nos échanges et l'approche constructive qui a prévalu à chaque étape de nos travaux. Et enfin, sans les oublier, je souhaite souligner le professionnalisme et la disponibilité des services du Sénat qui ont, comme toujours, assuré un travail de qualité. Parfois, on le sait, avec des délais extrêmement compliqués, ce malgré des dépôts d'amendements parfois très tardifs, eh bien, leur aide a été essentielle au bon déroulement de nos travaux. Et chers collègues, ce dossier illustre, je le pense sincèrement, ce que le Sénat peut offrir de meilleur, c'est-à-dire un espace de réflexion approfondie, de dialogue serein et de construction collective autour de thématiques sociétales qui sont fondamentales. Et c'est dans cet esprit que nous vous présentons aujourd'hui ce rapport avec la conviction qu'il contribuera à renforcer la confiance, la sensibilisation, l'information et la solidarité autour du don d'organes. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Ozen. Donc ceci conclut la partie du compte-rendu des rapporteurs et nous pouvons alors venir aux différentes formations politiques qui souhaitent éventuellement s'exprimer. Je pense qu'on a cité à plusieurs reprises l'EMR et je pense que c'est Madame Thoron qui va s'exprimer pour l'EMR. Je vous en prie Madame Thoron, vous avez la parole. Voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Madame Wumbi et Madame Ozen pour la qualité de leur rapport. Le Sénat a encore une fois montré sa capacité à se rassembler autour d'une thématique qui concerne tous les citoyens de ce pays. C'est en effet à l'unanimité que la proposition de résolution relative au don d'organes que nous avons mise sur la table a été votée en commission des affaires transversales et communautaires. Je tiens à remercier les collègues actifs dans cette commission pour les riches débats menés lors des auditions. En effet, la pertinence des interventions des personnes de terrain et la qualité des questions qui leur ont été posées ont permis d'apporter une vraie plus-value au texte initial avec le dépôt, comme on l'a dit, de 67 amendements par les différents groupes politiques. Ensemble, avec nos collaborateurs,
Nous avons abouti à pas moins de 40 recommandations concrètes à l'attention du gouvernement fédéral et des entités fédérées. Ce sont 40 recommandations, pas nécessairement coûteuses, qui encouragent le don d'organes au sein de la population, qui associent davantage les proches dans la démarche du don, qui renforcent les équipes médicales et la recherche scientifique, qui permettront d'assurer un meilleur encadrement de la phase post-transplantation pour donner à la greffe un maximum de chances de réussite. Le travail des services de la Commission est également à souligner. Les rapports des auditions, la relecture des amendements déposés, la compilation des votes dans le tableau récapitulatif sont des atouts incontestables qui ont permis la réussite et l'aboutissement de notre travail parlementaire. Nous remercions donc les services. Le don d'organes, c'est encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des chiffres interpellants. Seulement 4% de la population belge sont inscrits comme donneurs potentiels. 1500 personnes sont encore en attente d'un don dans notre pays cette année. En 2024, 77 personnes sont décédées faute d'un organe reçu dans les temps. Plus de 200 000 personnes ont expressément fait la démarche de refuser tout don de leur organe dans notre pays. Les personnes qui, par contre, expriment préalablement et formellement leur volonté de faire don de leurs organes enlèvent, on le sait, un poids pesant pour les familles. En effet, dans ce cas de figure, la décision vient de la personne directement concernée. Elle en prend dès lors l'entière responsabilité. Malgré cela, à l'heure actuelle, aucun médecin ne va légitimement à l'encontre de l'avis de la famille. De ce fait, ce sont 25% de donneurs potentiels qui sont perdus à cause d'une opposition des proches. C'est beaucoup trop. Cette situation traduit l'indispensable accompagnement des familles, puisque ces refus sont souvent liés à un contexte de décès brutal ou au temps trop bref nécessaire entre la mort et le prélèvement qui génère beaucoup de stress. Il est donc essentiel de sensibiliser davantage la population à cette thématique pour augmenter les dons et ainsi répondre plus à la demande. Alors comment ? En tapant le clou encore et encore, grâce aux journées dédiées par la diffusion à la télévision, en radio, sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite, de témoignages et de médecins et de patients au sujet de dons réussis. Les communes ont un rôle à jouer à ce niveau. Un recensement sur un portail des politiques menées au niveau des pouvoirs locaux serait très utile, tout comme une sensibilisation des citoyens via leurs bulletins communaux et sites internet, tout comme par une formation des agents communaux, des services population pour une action au quotidien et le jour des élections. Je voulais d'ailleurs saluer Madame Valérie Debuc qui, quand elle était ministre des pouvoirs locaux en région wallonne, a d'ailleurs eu des contacts réguliers avec les pouvoirs locaux et a mis en place ce genre de choses auprès des communes. Alors, dans le domaine médical, la nécessaire collaboration des médecins généralistes, souvent en première ligne, a été à plusieurs reprises soulevée. Elle pourrait être très efficace via la checklist du dossier médical globalisé et par une meilleure communication à l'égard des familles. Il est important aussi de reconnaître la formation des infirmiers coordinateurs des transplantations, de renforcer la collaboration entre les hôpitaux et les équipes spécialisées dans la transplantation, tout comme de sensibiliser de manière ciblée les services d'urgence dans les hôpitaux. Une attention particulière doit être portée sur les responsables religieux influents, les femmes et les populations allochtones, sachant que les caractéristiques de ces organes varient d'un sexe et d'un continent à l'autre. Les écoles sont en outre des partenaires privilégiés pour informer les jeunes avec des supports percutants et adaptés à leur âge grâce à des moyens de communication modernes.
À ce propos, les jours blancs notamment constituent une excellente occasion de les impliquer. Le secteur associatif actif en la matière est lui aussi un relais qui pourrait s'avérer très utile au SPF Santé publique. La Belgique pourrait en outre développer sa collaboration avec les autres pays pour les dons croisés et développer les techniques de transplantation grâce à des programmes de recherche scientifique ambitieux et internationaux. Autre aspect qui a retenu notre attention, le suivi post-transplantation du patient, pour en assurer la pleine réussite, tout comme une prévention en matière de santé publique qui joue également un rôle essentiel pour réduire les besoins d'organes. Bouger plus, manger mieux, ne pas fumer, les campagnes sont en effet à renforcer là aussi. Et enfin, sachant que le coût d'une transplantation varie entre 30 000 et 100 000 euros, nous sollicitons la KCE d'analyser la possibilité d'une prise en charge de certains examens complémentaires liés à l'âge avancé du patient et d'un accompagnement multidisciplinaire parce qu'une greffe est une épreuve qui peut s'adoucir si elle est accompagnée par un psychologue ou un kiné. Alors, chers collègues, le don d'organes, c'est un acte de solidarité et d'altruisme qui fait encore trop l'objet de tabous. C'est sauver des vies, réduire les listes d'attente, améliorer la qualité de vie des malades dans un cadre médical très strict et rassurant. Parce qu'un jour, n'importe qui d'entre nous pourrait avoir besoin d'une greffe. Un ami, un proche ou soi-même. Encourager et mieux encadrer le don, c'est se protéger collectivement, c'est cette dynamique transversale que le Sénat a voulu insuffler et nous vous remercions de l'avoir soutenu avec nous. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Thoron et nous allons poursuivre avec d'autres intervenants. Je vous demande d'être attentif lors des prestations ou bien de discuter de manière discrète pour éviter que le bruit n'envahisse notre hémicycle. Je pense que voor het volgende hebben wij voor de PTB, PVDA, is het mevrouw Bernard. Je vous en prie Madame Bernard, si vous pouvez vous exprimer sur cette même proposition de résolution. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, derrière chaque statistique, il y a un visage. Derrière chaque chiffre, il y a une famille. En 2024, 77 patients sont décédés en Belgique en attendant une greffe. En 2023, plus de 1450 personnes étaient sur liste d'attente. Ça signifie des vies suspendues, des espoirs fragiles, des parcours médicaux lourds et souvent éprouvants. Et donc le PTB soutiendra cette proposition de résolution. Nous la soutenons parce qu'elle vise à renforcer la sensibilisation au don d'organes, à améliorer la coordination, à soutenir la recherche et à mieux accompagner les patients avant et après la transplantation. Ce sont des objectifs essentiels. Nous avons cependant quelques remarques. Le texte insiste à juste titre sur l'importance des campagnes d'information et de sensibilisation, c'est indispensable. Par exemple, lors des élections communales, je me souviens en 2018 à Seraing, il y avait la possibilité de s'inscrire comme donneur d'organes. Mais donc aujourd'hui, seuls 4% de la population belge a explicitement enregistré son consentement. Et dans le même temps, 25% des donneurs potentiels sont perdus en raison d'un refus familial qui est souvent lié à un manque d'information. Alors, sensibiliser, c'est vraiment important, mais ça ne suffit pas si, dans les hôpitaux, les équipes sont sous pression. Nous savons que le don d'organes est qualifié de, entre guillemets, activité secondaire qui s'effondre lorsque le système de soins est en difficulté, comme on l'a vu pendant la crise du Covid. Et donc, ça pose une question fondamentale. Est-ce qu'on peut garantir une politique ambitieuse de transplantation si l'hôpital est en tension permanente? Et donc pour le PTB, renforcer le don d'organes, ça suppose aussi de refinancer structurellement les soins de santé, d'investir dans les unités de soins intensifs et de stabiliser les équipes.
Nous saluons aussi le fait que le texte évoque l'accès réduit des femmes à la transplantation. C'est un point qui est trop souvent passé sous silence et donc nous soutenons la demande d'une étude par le KCE, mais cette étude, elle devra déboucher sur des mesures opérationnelles parce que l'égalité d'accès aux soins, ce n'est pas un principe abstrait, c'est une obligation politique et donc on espère que les gouvernements qui vont recevoir la copie de ces recommandations vont effectivement passer du soutien aux actes concrets. Le texte ouvre des pistes importantes, intelligence artificielle, machines de perfusion, xénogreffe, développement de technologies avancées, et donc nous soutenons évidemment la recherche scientifique, mais l'innovation ne peut pas devenir un substitut à l'investissement humain et organisationnel. La technologie doit renforcer la solidarité et pas la marchandisation du corps humain. Dernière remarque, le texte rappelle le risque que les longues listes d'attente favorisent le trafic ou le commerce d'organes. C'est une alerte qui est importante. Dans un monde qui est marqué par les inégalités sociales, il faut être clair, le corps humain, ce n'est pas une marchandise. Toute politique de transplantation doit rester fondée sur la solidarité, la gratuité et l'égalité d'accès. Chers collègues, un seul donneur peut sauver jusqu'à 8 vies. Mais une politique ambitieuse de don d'organes ne repose pas uniquement sur la générosité individuelle, elle repose sur un système de santé solide, public, coordonné et équitable. Et donc, je répète, le PTB soutiendra le texte, il va dans la bonne direction, mais en même temps, nous continuerons à défendre un refinancement structurel des soins de santé, une égalité réelle d'accès à la transplantation, un encadrement public et éthique des innovations et une politique fondée sur la solidarité plutôt que sur la logique de marché. Je vous remercie. Merci Madame Bernard. Nous passons alors au groupe suivant et je pense que pour le Parti socialiste, c'est Madame Alouche qui va intervenir. Je lui propose tout de suite de prendre la parole sur ce sujet. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, merci au groupe EMER qui est à l'initiative de cette proposition de résolution qui est une question importante. Moi, je fais éteindre les lumières, non, ça va. Qui est une question importante en termes de solidarité, de santé publique, mais aussi de dignité humaine. Je tenais également à souligner au nom de mon groupe la qualité remarquable des experts qui nous ont apporté des contributions précieuses, tant en termes évidemment de précision scientifique, mais aussi en termes de connaissances de terrain. Cela a permis d'éclairer nos débats, de dépasser certaines idées reçues, d'enrichir le texte initial et d'ancrer le texte dans la réalité qui est vécue par les patients, par les familles et par les professionnels de la transplantation. Merci également aux collègues de la Commission où on a pu travailler dans un esprit très constructif, ça a vraiment prévalu tout au long de nos discussions. Merci également au service du Sénat, ça mérite d'être salué parce qu'ils ont vraiment dû travailler avec beaucoup de réactivité sur ce dossier. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, le groupe socialiste s'était tout d'abord réjoui que ce texte ait pu être voté en commission dans une réelle approche transversale, ce qui est notre rôle ici au Sénat. Nous saluons également le soutien que nous avons reçu à nos amendements. Merci aux sénateurs qui ont pu soutenir ce travail. C'est un véritable travail collectif qui est venu enrichir le texte initial, de le rendre plus juste, plus complet et plus efficace. 4 points d'attention sur les avancées qui, selon nous, se trouvent dans cette proposition de résolution. Alors, l'une de mes collègues l'a cité. Pour nous, une avancée majeure, c'est la prise en compte de la question du genre dans cette politique de la transplantation. C'est trop souvent, mais vraiment trop souvent, les femmes sont défavorisées dans l'accès à la santé. Ici, en matière de greffe, ça n'y échappe pas. Notamment, on le sait, à cause de la taille et du volume des organes disponibles. Et reconnaître cette réalité, c'est faire un premier pas vers une politique de transplantation qui soit plus équitable. C'est aussi intégrer le genre, la question du genre, dans les recherches, dans les statistiques, dans les pratiques médicales. Et enfin, c'est collectivement refuser les inégalités structurelles en matière de santé. C'est d'ailleurs une thématique que l'on avait également abordée dans une précédente proposition de résolution de notre groupe.
Deuxième élément que l'on souhaitait souligner, c'est que ce texte aujourd'hui permet de réaffirmer l'importance du consentement du donneur. Alors ici, en encourageant cela, chers collègues sénateurs, le fait d'encourager chaque donneur potentiel à exprimer clairement sa volonté de son vivant, ça permet de libérer des familles d'une décision importante dans un moment de grande douleur et de grande vulnérabilité émotionnelle. Ensuite, nous nous réjouissons également que cette proposition de résolution insiste sur la nécessité de mieux accompagner les personnes greffées après une transplantation. Alors on l'a déjà entendu, avoir accès à un organe, c'est déjà un parcours du combattant, mais le parcours ne s'arrête pas là. Et donc le suivi post-transplantation est essentiel, notamment en termes de réussite sur le long terme, mais également en termes de qualité de vie pour le patient. Et enfin, le quatrième élément, c'est celui qui souligne l'importance, ça a été souligné par toutes les personnes auditionnées, c'est l'importance de continuer cette sensibilisation partout auprès de toute la population, que ce soit dans les écoles, dans les espaces publics, dans les associations, auprès du médecin généraliste, bien évidemment. Alors vous l'aurez compris, chers collègues, le groupe socialiste soutiendra pleinement cette proposition de résolution et je vous invite, chacune et chacun, à vous saisir de ce travail important qui est réalisé ici au Sénat pour le faire vivre dans vos assemblées respectives, parce que c'est une étape importante, mais c'est surtout une invitation à poursuivre notre engagement en faveur d'un système de transplantation qui soit plus juste, plus humain et plus solidaire. Je vous remercie. Merci Madame Louche pour cette présentation. We hebben nog een paar groepen. En ten eerste met CD&V. Ik denk dat mevrouw De Baat zal het woord nemen voor de CD&V. Dank u wel, meneer de voorzitter, beste collega's. De resolutie die vandaag voor ligt gaat ons allemaal aan. Ik denk dat we dat ondertussen wel begrepen hebben. We kunnen immers allemaal op een dag, misschien zelfs zonder dat je het verwacht, nood hebben en zelfs dringend nood hebben aan een orgaan. En twee, we zijn ook allemaal potentiële donor. En ik denk dat we mogen zeggen, collega's, dat tijdens de hoorzittingen, tijdens de commissievergaderingen er grondig werk werd geleverd. En ik wil dan natuurlijk ook op mijn beurt namens CD&V alle experten bedanken die ons toch wel de vaak wat complexe materie van orgaandonatie zeer deskundig hebben geschetst. Maar natuurlijk ook dank aan de collega's van de MR en eigenlijk alle collega's, want ik denk dat we heel positief hebben samengewerkt. En natuurlijk ook de diensten. En misschien, ik ga niet alles eindeloos herhalen, maar toch nog een paar cijfers, al was het maar om het debat op scherp te stellen. In België gebeuren jaarlijks ongeveer 1000 orgaan- en weefseldonaties. Transplantaties, moet ik zeggen. Dat is elke dag zo'n 3. En in 2024 stonden 1470 mensen op de wachtlijst. 1470 mensen die nood hebben aan een donororgaan. En slechts 109 verdwenen later van die lijst. Helaas ook omdat enkele mensen ondertussen overleden waren. We kunnen ook wel zeggen dat in ons land transplantatie eigenlijk een standaardpraktijk is geworden. En toch zitten we met een levensgroot, maar ook levensbedreigend probleem. Er zijn onvoldoende geschikte organen in verhouding tot de vraag. En wat mij persoonlijk trof, was toch wel de enorme discrepantie tussen het enorme potentieel enerzijds en anderzijds de uiteindelijke realiteit. We weten dat in België zijn burgers automatisch een potentiële donor, tenzij ze dat weigeren tijdens hun leven. Wat eigenlijk maar heel erg weinig mensen doen. Heel erg weinig mensen zeggen, ik wil eigenlijk geen donor zijn. En toch zijn er, als het erop aankomt, maar heel erg weinig mensen effectief donor. En daar zijn verschillende oorzaken voor, dat hebben we goed begrepen tijdens de hoorzittingen. Maar het goede nieuws is eigenlijk dat de hoofdreden daarvoor eigenlijk in onze handen ligt.
We kunnen er allemaal met andere woorden iets aan doen. Dat is misschien toch wel hoopgevend. En ja, er zijn medische redenen waarop organen geweigerd worden. We leven allemaal langer. Dat maakt ook dat de kwaliteit van de organen soms minder goed is bij overlijden. Maar het grootste euvel, en opnieuw, we kunnen daar iets aan doen, zit bij de onwetendheid van de bevolking, van ons allemaal. Misschien een vraag aan de collega's hier in de zaal. U hoeft er niet op te antwoorden. Ik heb er zelf ook bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen. Hoeveel onder ons hebben zich expliciet als donor geregistreerd? Om zeker te zijn dat uw wil later gerespecteerd wordt. Ik denk dat we zouden schrikken van het antwoord. Niet zo heel erg mensen doen dat. En je kan wel zeggen, ja, maar we zijn toch als Belg allemaal automatisch de potentiële donor. Dat is waar. Maar als de familie zich daarbij verzet, dat tegen verzet bij overlijden, ja, daar zijn we daar eigenlijk niets mee. En dus denk ik dat we moeten inzetten, dat was toch ook wel een van de aanbevelingen, op grootschalige werving en sensibilisering. En ik denk, laat ons daar maar vroeg mee beginnen. Ook in scholen, in jeugdbewegingen, dat ook onze jongeren daartoe geresponsabiliseerd worden. Maar diezelfde sensibilisering moet ook gebeuren naar de families. Want zoals ik zei, het protest van die families is toch wel essentieel bij het al dan niet afstaan van een orgaan. Bij 1 op 5 donoren weigert de familie. Dat is veel. Ik kende dat cijfer niet, maar ik was er eigenlijk wel van geschrokken. En de redenen zijn opnieuw divers. Dat kan cultureel-religieus zijn, vaak onwetendheid, ik kom er straks op terug. Misschien ook in shock. Dat is zo, een overlijden, zeker als dat onverwachts is, dan zijn de nabestaanden in shock. Soms is er ook weinig tijd of is er onenigheid tussen de families. Goed onweten, ik vind dat heel erg belangrijk en zeker als Brusselaar, en ik kijk naar de andere Brusselaars. We leven in een gewest waar 60% van de bevolking migratieroutes heeft. Zouden we kunnen denken, maar niets is minder waar, dat religieuze redenen een rol spelen in dat gegeven. We hebben gehoord dat dat eigenlijk niet zo is. Met uitzondering van Jehovah-getuigen zijn onze religies en levensbeschouwingen niet tegen orgaantransplantatie. Ook al denken individuele bedienaars van erediensten en misschien ook families en individuen dat dat wel zo is. Maar dat klopt niet. Ook daar, denk ik, moet rond gesensibiliseerd worden. Ik onderstreep ook nog graag het belang van interculturele bemiddelaars die, denk ik, ook in die verschillende gemeenschappen in ons gewest en bij uitbreiding in de rest van het land daar toch een rol kunnen in spelen. En ik maak ook van de gelegenheid gebruik om nog eens het belang van interreligieuze bemiddeling en ook overleg en dialoog, om dat belang toch nog eens te onderstrepen. Tot slot, een even belangrijk aandachtspunt is toch wel de gelijke toegang van mannen en vrouwen tot donororganen. Vrouwen schenken veel vaker, ook dat hebben we geleerd, maar krijgen zelf minder snel organen. En ja, opnieuw, er zijn een aantal biologische oorzaken, maar ook hier blijkt dat die factor toch minimaal te zijn. En de grootste oorzaak is opnieuw sociocultureel systemisch. Medische bias zorgt er nog altijd voor dat klachten van vrouwen minder snel au sérieux worden genomen. En dus een warm pleidooi, ik weet dat collega's voor mij en misschien ook sprekers die straks nog gaan komen, dat ook graag benadrukken, dat de medische zorg haar aandacht verhoogt voor vrouwspecifieke noden. Collega's, daarmee ga ik besluiten. Het aanbod zal de vraag helaas nooit kunnen bijbenen. Ik denk dat we daar realistisch moeten in zijn, zeker niet op korte termijn. Aangezien we met z'n allen langer leven en de vergrijzing een feit is. Maar de oproep is, laat ons intussen toch wel alles uit de kast halen om het aantal geregistreerde donoren op te krikken. Je zou kunnen zeggen, orgaandonatie is niets minder dan leven doorgeven. En uiteindelijk is dat toch het mooiste dat we kunnen doen, met z'n allen voor elkaar zorg dragen. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw De Baets. We gaan verder nu met les engagés. Est-ce que vous souhaitez encore intervenir, Madame Mvumbi, après? Oui? Eh bien, je vous en prie, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous ai déjà présenté le rapport de notre travail en commission, mais je souhaite maintenant m'exprimer au nom de mon groupe politique sur les amendements que nous avons déposés et sur d'autres points précis. En effet, à la suite des auditions, de nombreux points d'attention ont été soulevés. Parmi ceux-ci, un élément ressort avec force, c'est l'absolue nécessité de préserver les familles en les libérant autant que possible d'une décision lourde à porter au cœur d'une période de deuil. La sensibilisation de la population revêt dès lors un caractère essentiel, y compris auprès des plus jeunes, et ce, indépendamment de toute conviction ou de toute confession. Nos citoyennes et nos citoyens doivent être pleinement informés de l'existence et du fonctionnement du mécanisme de consentement présumé. Dans ce cadre, les médecins généralistes, qui sont souvent considérés comme des personnes de confiance par leurs patients, ont été identifiés comme des relais privilégiés pour porter cette information. On va s'assurer que ça fonctionne correctement. Si ce n'était pas le cas, je vous proposerais de venir à la tribune. Mais on va s'assurer d'abord que ça fonctionne correctement. Ok. Léger problème technique, toutes nos excuses. Je disais, un des éléments les plus importants qui est ressorti de toutes ces auditions, c'est la nécessité de préserver les familles en les libérant d'un poids qui est bien trop lourd à porter, juste au moment où elles traversent une période de deuil. Dès lors, la sensibilisation revêt une importance absolument essentielle, y compris auprès des jeunes, et ce, indépendamment de toute conviction et de toute confession religieuse. Nos citoyennes et nos citoyens doivent être pleinement informés de l'existence et du fonctionnement du mécanisme de consentement présumé. Dans ce cadre, les médecins généralistes, qui sont souvent considérés comme des personnes de confiance par les familles, sont considérés comme des relais privilégiés pour porter cette information. Alors, ces auditions ont également permis à notre groupe politique de déposer toute une série d'amendements qui poursuivent un objectif simple. Nous souhaitions rendre ce texte plus concret, plus cohérent, mais surtout plus efficace, aussi bien pour les citoyens que pour les acteurs de terrain. Alors, tout d'abord, nous avons voulu renforcer la dimension d'information et de sensibilisation. Pour nous, cela passe notamment par une meilleure implication tant des communes que des acteurs locaux. Dans les campagnes de communication notamment, par une information rendue accessible aux citoyens lorsqu'ils se rendent dans leur administration, mais aussi en ligne, afin que chacun puisse disposer des mêmes informations, qu'il se déplace ou non. Nous proposons également d'encourager des actions de sensibilisation auprès des jeunes, notamment lors des jours blancs, et de mieux former le personnel communal qui est, lui, en contact avec le public de façon permanente. Ensuite, nous avons également cherché à améliorer la cohérence du texte. Certaines recommandations faisaient double emploi, à nos yeux, ou alors méritaient d'être simplement clarifiées, tandis que d'autres soulevaient des questions éthiques ou pratiques. Par exemple, lorsqu'il s'agit de formes de reconnaissance qui pourraient entrer en tension avec les principes qui nous semblent vraiment essentiels d'anonymat, de gratuité et d'égalité qui fondent le don d'organes. Nous avons aussi souhaité veiller à la cohérence de certaines dispositions, notamment lorsqu'il est question de dialogue avec les cultes. Par ailleurs, plusieurs amendements visent à préparer l'avenir et à lever des obstacles, qu'ils soient concrets ou non. Nous proposons par exemple d'analyser le financement de certaines transplantations, compte tenu de l'évolution du profil des donneurs, de promouvoir également des outils numériques utiles, mais encore trop peu connus des citoyens, comme par exemple la plateforme e-health, et de rappeler les exigences essentielles en matière de protection des données, lorsqu'on mobilise des technologies comme l'intelligence artificielle. Nous avons également souhaité soutenir le développement du don vivant et des transplantations, notamment en encourageant les collaborations internationales pour élargir les possibilités des dons croisés, mais aussi en renforçant la protection juridique, administrative et professionnelle des donneurs vivants afin de lever tous les freins qui subsistent encore aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné lors de mon intervention précédente, en tant que rapporteur, ce texte a été adopté
à l'unanimité en commission. Dès lors, chers collègues, parce que cette thématique touche à un enjeu majeur de santé publique, que chacun et chacune d'entre nous, dans cette salle, pourrait un jour avoir besoin d'un organe, et parce qu'il est essentiel de mieux sensibiliser notre population au mécanisme du consentement présumé, je vous invite personnellement, mais également au nom de mon groupe politique, à voter en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame Mvumbi. Het volgende groep is nu vooruit en ik denk dat mevrouw Magroet. Ja. Ja, dank jullie wel. Ja, wie van jullie heeft eigenlijk al het gesprek gehad met zijn naasten wanneer dat gaat over orgaandonatie? Nu, de collega van CD&V heeft daar straks al aangehaald. Ik denk niet zo heel veel mensen. Hetzelfde ook als het gaat over dat document over orgaandonatie. Heel veel mensen weten dat ook niet, dat ze dat kunnen doen. En dat is ook een van de problemen eigenlijk die we hier hebben vastgesteld, maar dat we eigenlijk ook al op voorhand wisten. En natuurlijk dan zit je in een hele moeilijke periode waarbij dat jouw familie dan die beslissing gaat moeten maken. En nochtans weten we dat 1 donor tot 8 levens kan redden. En in België wachten meer dan 1000 mensen op een orgaan. En er sterven er eigenlijk heel veel omdat dat orgaan te laat komt. Dus het verhogen van dat aantal donoren is al de laatste jaren een permanent aandachtspunt geweest, ook op federaal niveau, ook van de FOD Volksgezondheid. Die zetten hier heel actief in op sensibiliseringsacties en concrete acties gericht op jongeren en kinderen ook. En dat werk dat gebeurt vandaag, maar dat wordt nog met deze resolutie versterkt. En in deze resolutie gaat het vooral over duidelijke informatie, over betere samenwerking, over sensibilisering op scholen, via gemeentes en zorgverleners. En aangezien dat zet voort eigenlijk, op het bestaande werk, steunen wij dan ook deze resolutie als vooruit. We willen de diensten van de Senaat bedanken en de collega's ook voor het initiatief. Ik dank jullie. Dank u wel, mevrouw Magroet. Voor de volgende groep denk ik dat voor Anders mevrouw Liekens zal het woord nemen. Ja. Dank u wel, meneer de voorzitter, collega's. Ja, voor ons ligt een resolutie die een heel pijnlijk tekort blootlegt. Het gaat vandaag niet zomaar over een tijdelijke schaarste of een commerciële markt die zichzelf corrigeert. Het gaat hier over mensenlevens, mensenlevens die afhangen van onze daadkracht en van ons beleid. In 2023 stonden 1500 mensen op de wachtlijst voor een transplantatie en 5% daarvan overleed. En denk je 5%, ja, dat is een cijfertje. Maar dat zijn mensen, dat zijn 71 mensen. Geen cijfers dus, maar moeders, vaders, kinderen en grootouders die wij niet op tijd hebben kunnen redden. En in 2024 heeft hetzelfde scenario zich gewoon herhaald. Dat maakt dus duidelijk dat het hier niet over een incident gaat, maar over een echt structureel probleem. Ja, en u kent ons van Anders, wij zijn van de oplossingen. Dus de vraag is, had dit kunnen vermeden worden? Ja, het antwoord is heel duidelijk ja. Deskundigen bevestigen ons keer op keer dat België wel beschikt over de nodige kennis en expertise. Onze transplantatiecentra die behoren tot de wereldtop. We werken binnen het netwerk van Eurotransplant. Dus medisch en technisch staan wij heel sterk. Het probleem zit dus niet in geneeskundige expertise. Maar waar dan wel? Wel, het blijkt in de eerste plaats, hebben we uit de hoorzittingen kunnen afleiden, een organisatorisch probleem te zijn. De coördinatie tussen ziekenhuizen die kan beter. De registratie en de analyse van gegevens is niet altijd volledig of is zelfs onvoldoende uitgesplitst. En dat terwijl timing in deze natuurlijk cruciaal is. De rol van de huisarts in sensibilisering en registratie is onvoldoende. En wanneer het zorgsysteem, de collega's zeiden het al, onder druk staat, zoals bijvoorbeeld tijdens corona, dan zien we dat de donatieactiviteit terugvalt. Dat zijn dus keuzes, dat zijn geen medische beperkingen. En daarnaast is er ook nog een maatschappelijk probleem dat het nog erger maakt. Toegang tot transplantatie wordt niet alleen medisch bepaald. Ook de manier waarop ons systeem ingericht is, speelt een rol. We weten bijvoorbeeld dat vrouwen minder toegang hebben tot donaties.
En dat zijn verschillen die we heel bewust moeten opvolgen, die we moeten in kaart brengen en die we moeten corrigeren. Want anders worden dat structurele ongelijkheden. Ook informatie bereikt niet iedereen op dezelfde manier. En daardoor heeft niet elke familie vooraf kunnen nadenken over de donatie en moeten ze daar op een heel moeilijk moment over gaan beslissen. En sociaal kwetsbare patiënten die hebben het moeilijk om een complex zorgtraject vol te houden. Dat zijn allemaal zaken die we hebben gehoord en die we weten. Dus collega's, dat zijn geen onoverkomelijke problemen. Die zijn oplosbaar. Met betere organisatie, met gerichte maatregelen en met de wil om ongelijkheden in eerste instantie te meten en daarna ook te sturen. En wat daarvoor nodig is, is politieke wil en daadkracht. Het is tijd dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Deze resolutie is een mooie eerste stap in die richting. Niet alleen voor de mensen die we verloren hebben, maar voor elke burger die op dit moment in onzekerheid leeft. Hun strijdkracht is er nu, die van ons nog. Dank u. Dank u wel, mevrouw Liekens. Avec cela, je pense que tous les groupes qui ont souhaité s'exprimer sur cette proposition de résolution ont eu l'occasion de le faire. Je ne vois plus de... Oui, madame, ja, natuurlijk, mevrouw Grootheden. Wacht een beetje, ja, we moeten eerst zeker... Zo. Ja, het is beter. Dank u, meneer de voorzitter. Ik ga maar heel kort het woord nemen, want mijn collega Hajib El Hadjaji, die vandaag verhinderd is en zich moest verontschuldigen, heeft alle hoorzittingen gevolgd. Ik wil de mensen bedanken van het middenveld die hier hun tijd aan hebben besteed en de mensen van het sector die hier ook de moeite hebben genomen om mee te werken. En er is ook constructief gewerkt blijkbaar in commissie, waardoor er een heleboel amendementen zijn kunnen aangenomen worden. En wat ik uit deze resolutie voel blijken zijn uiteindelijk 3 belangrijke pijlers. Ten eerste hoe ontzettend belangrijk de menselijke begeleiding is. Kwetsbare mensen zijn al aangehaald. Dat zijn inderdaad mensen die voor hun rechten zelfs op dit soort cruciale momenten minder opkomen. Mensen die op dat moment ook, de grens tussen dood en leven is soms om mondig te kunnen zijn en uw rechten te kunnen opeisen en die op dat moment ook op het laatste plekje in de rij staan, wat letterlijk betekent dat zij uit de boot vallen van het leven. Ten tweede dat er inderdaad ook daar op eerlijkheid is gewerkt. Dat elke burger, ongeacht zijn parcours, recht heeft en dezelfde kansen heeft op een transplantatie. Ook niet evident vandaag. En inderdaad om er ook voor te zorgen dat er een sensibilisering is. Wij zijn een land dat orgaandonatie vroeg en uiteindelijk in vergelijking met andere landen zonder veel taboes heeft kunnen opnemen. En een aantal collega's hebben het aangehaald, terecht. Dit is iets waar wij tijdens ons leven nooit over nadenken, behalve wanneer we in een precaire situatie komen en moeten beginnen na te denken of een naaste een orgaandonatie nodig heeft, of wij zelf. En daar is sensibilisering heel belangrijk, omdat ik denk dat uiteindelijk bijna elke mens een diepe solidariteit in zich heeft. Wij zullen daarom ook deze tekst mee goedkeuren, net zoals wij hebben gedaan in commissie. Maar we hopen ook dat deze tekst zal worden omgezet, niet gewoon puur van resolutie, ook naar concrete wetteksten. En wat dat betreft kijken we natuurlijk naar het federale niveau. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Grootheden. Verlangt er nog iemand het woord? Ik denk niet. Dus de bespreking is gesloten en we zullen later stemmen over het geheel van deze tekst. Nous voterons, comme de tradition en fin de séance, sur l'ensemble des différents points soumis à notre vote. We komen dus aan onze derde punt op onze agenda, voordracht van kandidaten voor een betrekking van Nederlandstalige assessor bij de Raad van State. Op 19 december 2025 heeft de Raad van State de voordracht meegedeeld.
van 3 kandidaten voor een betrekking van Nederlandstalige assessor in de afdeling wetgeving. Aangezien de voordracht niet eenparig was, kan de Senaat ofwel een tweede lijst van 3 kandidaten voordragen, ofwel de voordracht van de Raad bevestigen. De lijst van de kandidaten werd meegedeeld. Dat is een van onze documenten, nummer 877. Op grond van zijn onderzoek stelt het bureau voor om de door de Raad van State voorgedragen lijst te bevestigen. Est-ce qu'il y a des objections à cette proposition donc de confirmer la liste? Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Ici, geen. Il n'y a pas d'objection. Il en sera donc ainsi. Dan is aldus besloten. Goed, dat was onze punt 3. Dan punt 4, in overwegingneming van de voorstellen. De lijst van de in overweging te nemen voorstellen en de commissie waarna ze zullen verzonden worden, werd elektronisch meegedeeld. Zijn er opmerkingen over deze? Y a-t-il des observations sur ces propositions à prendre en considération? Je n'en vois pas. Aangezien er geen opmerkingen zijn, beschouw ik die voorstellen als in overweging genomen en verzonden naar de commissie. Die zijn aangewezen. Nous allons alors procéder dans un instant à un vote test, mais avant ce point-là, je souhaite faire une petite intervention. Donc nous appelons pour les votes une petite intervention concernant une situation relative à un membre de notre personnel et je vais peut-être faire quelques mots au départ de la tribune. Hop. Voilà. Chers et chers collègues, et les quelques mots que je souhaite vous dire, ça ne vous étonnera sans doute pas, sont relatifs à notre directeur général qui est présent avec nous. Le 1er mars, le Sénat fera ses adieux à notre directeur général André Rezoasi. Après avoir servi pendant 35 ans au Sénat, André prendra sa retraite dans 2 semaines. C'est un moment, cher André, que nous ne voulons pas laisser passer sans un témoignage lors de cette séance plénière. Vous avez étudié aux universités de Louvain et de Leiden, vous avez obtenu votre diplôme en droit et je suis heureux de reprendre très brièvement mon ancien rôle de recteur d'université pour souligner que vous l'avez obtenu avec grande distinction. U begon uw loopbaan in de Senaat op 1 januari 1991. 4 sénatoren waren toen nog niet geboren et je pense que d'ailleurs c'est le cas du nouveau sénateur qui a prêté serment tout à l'heure. De meeste anderen maakten de speelplaats van hun lagere school onveilig. U werkte eerst in de personeelsdienst, nadien in de juridische dienst waarvan u directeur werd en in 2016 werd u directeur-général. Pendant 10 ans, vous avez été directeur général. Officiellement, vous êtes responsable de la gestion administrative du Sénat. Peu de gens se rendent compte que ces mots cachent en fait un univers bien plus large. Tout passe par votre bureau, de l'appel d'offres pour une nouvelle clôture sur la chaussée de Louvain à la réparation d'une cheminée en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Ces 10 années n'ont pas manqué de grands projets. La réforme du Sénat de 2014, qui a amené le Sénat dans sa configuration actuelle, le transfert du personnel de sécurité à la Chambre, le Covid ou la Covid, la fusion avec les services de la Chambre, qui sont encore en cours actuellement. Pendant toutes ces évolutions, le Sénat a continué à fonctionner de manière excellente, comme en témoignent, entre autres, les rapports consécutifs que nous avons eu l'occasion d'examiner ici de la Cour des comptes. C'est en grande partie grâce à vous, cher André. Vos talents de gestionnaire sont en outre
agrémentée d'une personnalité particulièrement haute en couleur. Celle-ci peut se résumer en 3 caractéristiques: enthousiasme, enthousiasme et enthousiasme. Vous êtes toujours aussi courageusement et contagieusement enthousiaste à propos du monde dans lequel vous évoluez, du Sénat et de ses occupants, de ce bâtiment et de son histoire. Ce bâtiment, vous le connaissez comme votre poche et vous transmettez avec passion toutes vos connaissances, en particulier lorsqu'elles touchent aux éléments art déco ou art nouveau. L'art, parlons-en, car vous en êtes un grand amateur. Vous faites partie de ces gens capables de toujours voir et apprécier la beauté des lignes, des personnes et des histoires. Vous montrez une ouverture exceptionnelle à chaque personne que vous rencontrez. Et vous gardez cette ouverture lorsque vous regardez le monde dans sa globalité. U heeft de gave van het woord. U heeft de zeldzame gave om complexe kwesties eenvoudig uit te leggen en het nog zeldzamere talent om saaie kwesties voor te stellen als ware thrillers. Wie u om uitleg verzoekt over een reglementsbepaling, krijgt een uitbundige dissertatie over de parlementaire geschiedenis, gekruid met enkele pittige anekdotes. Vous portez aussi fièrement vos racines hongroises, comme plusieurs d'entre vous le savent. Votre père a fui la Hongrie en 1956, lorsque les chars soviétiques ont envahi le pays. Avec beaucoup de patience, vous continuez à nous rappeler la prononciation correcte de votre nom de famille, ou plus compliqué encore, de son orthographe. Vous allez bientôt quitter le Sénat sur votre scooter jaune vif, mais nous savons où vous trouvez, sur les rives de la Semois, avec une bière d'abbaye, dans les Alpes suisses, à un concert de Schubert ou à un concert du compositeur minimaliste estonien Arvo Pärt, ou tout simplement ici, au Palais de la Nation, car vous allez immédiatement reprendre ou prendre vos premières fonctions de bénévole, guide au Parlement fédéral. Je vous passe le mot. Si vous avez des groupes que vous invitez pour lesquels vous souhaitez un guide d'exception, vous connaissez votre candidat. Ce n'est donc pas adieu, mais bien à bientôt, cher André, et comme on le dit en hongrois, viszlát kedves André. Pour conclure, j'ai le plaisir de vous offrir une pièce commémorative, voilà, qui est ici. Je vous invite à la voir comme un témoignage non seulement de ma reconnaissance, bien sûr, mais aussi des présidentes et présidents qui m'ont précédé, plusieurs d'entre elles sont dans cette salle, de l'ensemble des sénateurs et sénatrices, et puis aussi de tous les membres du personnel du Sénat. Pour être honnête, vous allez nous manquer. Le Sénat porte aujourd'hui la marque de tout ce que vous lui avez apporté. André, merci beaucoup. Voilà, après ce moment d'expression, de reconnaissance, pour terminer notre séance, il nous revient encore à voter les différents textes dont nous avons, ou le texte plutôt dont nous avons discuté. Avant de procéder au vote, je vous propose de procéder à un vote test. Donc un vote test, vous choisissez arbitrairement pour, contre ou abstention.
tenter de faire un petit peu de variété pour qu'on puisse bien vérifier que tout fonctionne. En dus begin van de stemming. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Goed. Ja. Hoeveel personen hebben gestemd? Oké. Einde van de teststemming. 47. Très bien. Nous sommes donc 47 sur les 60. Pour ceux qui sont dans les tribunes, qui peuvent avoir le sentiment que nous sommes peu présents, et c'est un élément qui résulte de l'évolution de la composition, ou plutôt du nombre de sénateurs, puisque nous avons dans cette salle plus de 100 sièges, mais il y a 60 sénateurs. Ce qui veut dire qu'évidemment, même lorsque tous les sénateurs sont présents, elle peut donner le sentiment que la présence est légère. J'ai déjà souvent hésité à tenter de vous concentrer sur un nombre plus limité de rangs. Les 60 sénateurs tiennent sur les 2 premières rangées. Donc nous n'avons pas besoin de la 3e rangée de sièges que pour cet hémicycle. Et effectivement, même quand tout le monde est là, ça donne une certaine impression de vide qui résulte du fait de la diminution du nombre de sénateurs depuis les dernières réformes. Einde van de stemming, je pense que le test est concluant, le vote a fonctionné. Heel goed. Dan kunnen we naar over de stemming, over, waar zijn de informatie? Ja. Over de voorstel van resolutie betreft een orgaandonatie. En we mogen nu stemmen. Begin van de stemming. Début du vote. Ce n'est donc plus un test. Hein. Très bien. 47. Ik denk dat we nog één... We hebben 46. Il manque, me semble-t-il, est-ce que j'ai voté moi-même? Oui. Voilà, parfait. Einde van de stemming. Iedereen heeft gestemd et nous avons un tableau très vert là sur le panneau puisque c'est bien à l'unanimité. 47 sénateurs et sénatrices ont voté et tous ont voté en soutien de la proposition qui est donc adoptée. Félicitations à ceux qui l'ont introduite et qui l'ont présentée. Félicitations. On peut applaudir. Ça a été dit lors des différentes interventions. Je pense qu'il est important que cette résolution, évidemment, ne reste pas lettre morte. Hein, vous êtes venus avec des chiffres aussi très parlants. Et donc, la résolution sera bien sûr communiquée aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken, aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, aan de voorzitter van de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten, aan de minister-presidenten van de gemeenschappen en de gewesten. Mais je pense que, outre cette communication qui leur est faite, il nous revient à nous aussi, sénateurs et sénatrices, dans nos entités fédérées, de nous assurer que ce texte fasse l'objet de toute l'attention qu'il mérite, puisque vous avez chacun dans vos groupes plaidé de manière très convaincante sur cette nécessité. Avant de terminer notre réunion, op onze laatste punt, de sluiting van onze plenaire vergadering. Ik vraag nog even uw aandacht. Nu, vandaag, wordt een nieuwe procedure voor toegang tot Nextcloud ingevoerd. Donc Nextcloud, c'est la plateforme au départ de laquelle vous pouvez télécharger les documents relatifs à nos travaux. À cette fin, à partir de lundi, à cette fin, vous recevrez un mail d'explication. Soyez attentifs donc, vous allez recevoir un mail d'explication. Vous pourrez installer cette procédure d'accès à partir de lundi, vanaf maandag. L'objectif, c'est de sécuriser l'accès aux documents par un système de double identification. Si vous rencontrez des problèmes, le helpdesk se tiendra bien sûr à votre disposition, mais j'aimerais vous inciter à entamer cette procédure
dès lundi et de ne pas attendre notre prochaine séance plénière ou une prochaine session de commission où vous aurez besoin des documents pour vous rendre compte en urgence que vous n'y avez pas accès. Donc tentez, dans toute la mesure du possible, si vous le voulez bien, d'activer ce système dès lundi. Onze volgende vergadering vindt plaats op vrijdag 6 maart, dat is in 3 weken. Et je me réjouis de vous retrouver à cette occasion. Et avec ceci, ik denk dat on a abordé tous les points. De vergadering is gesloten. Merci à toutes et tous pour votre présence.